Il fait partie des intellects béninois, il fait partie des grands avocats qui ont laissé des empreintes dans l'histoire du Bénin et qui continuent d'ailleurs d'y laisser. Vous le connaissez certainement à travers GERDES Afrique, entendez, groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social. C'est Porto Novo, capitale politique située dans le département de l'Ouémé, dans le sud-est du Bénin, qui a vu naître l'invité de Icône que nous recevons pour vous aujourd'hui. Nous sommes avec Maître Sadikou Ayo Alao. On s'installe donc pour le grand déballage. On y va. Merci pour votre fidélité renouvelée à l'émission Icône sur Speedline TV. Une fois encore cette semaine, des célébrités, on en reçoit. Et pour la première fois dans cette émission, on reçoit pour vous, chers téléspectateurs, chers internautes, un avocat et pas des moindres, un éminent avocat. Il est le président fondateur du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, entre autres. La liste est longue, on va pas tout citer ici dans cette émission et on en parlera de long large au cours de l'émission Icône. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer et c'est parti. On reçoit aujourd'hui Maître Sadikou Ayo Alao. Bienvenue à vous. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Lorsqu'on vous voit, vous êtes un aboutissement, mais derrière vous, il y a un combat, il y a une lutte, il y a un parcours. Et c'est justement ce parcours-là qu'on a envie de savoir aujourd'hui, de comprendre et de partager avec nos téléspectateurs. Oui, je crois que c'est tout à fait légitime lorsqu'on essaye d'être une personnalité publique. C'est normal que le public s'interroge. À qui avons-nous affaire? Quel background il y a? Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous-mêmes? Et je crois que c'est légitime et je me prêterai volontiers au jeu. Alors, Maître Sadikou Ayo Alao, moi j'ai bien envie de vous demander déjà tout de suite la signification de vos prénoms, parce que comme on le dit, cette signification suit certains enfants. Est-ce que c'est votre cas? Je ne sais pas, mais j'ai bien envie de le savoir. Ah oui, bon, si vous voulez, je vous donnerai le premier de mes prénoms, celui que j'ai reçu avant même le prénom musulman, c'est Ayo, qui signifie le bonheur, et pour certains la joie. Mais pour les Yoruba, c'est surtout le bonheur au sens profond du terme. Et Sadikou, c'est le véridique en islam, et je crois que ce prénom, de temps en temps, me vaut des bobos, mais c'est pas grave. Je crois que la vie est ainsi faite, il vaut mieux être véridique. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites que ce prénom vous fait des bobos? Ah, vous savez mieux que moi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis ensuite, bon, le monde préfère être caressé dans le sens du poil. Donc, si vous dites à quelqu'un des vérités qui peut-être sont susceptibles de le déranger, il ne va pas beaucoup aimer ces vérités-là. Et vous savez que ce genre de vérités, par les temps qui courent dans nos pays, ne sont pas très affectionnés. Exactement. Alors, on a envie de comprendre d'où est-ce que l'histoire est partie avec Maître Sadikou Alao. Il est maître aujourd'hui, vous êtes un visage connu, vous êtes un des plus en vue des avocats du Bénin, si on peut le dire ainsi. L'histoire avec vous, ça a commencé quand je sais que vous êtes né à Porto Novo et je sais que vous aurez bientôt 80 ans. Alors, vous êtes né à Porto Novo, dans quelle ambiance familiale? Ah, ça c'est très intéressant. Je crois que j'ai vu le jour un certain mois de janvier 43. Je crois que c'est les premiers jours de janvier 43 à Porto Novo. Et d'un père commerçant. Vous savez, c'est des Yoruba, ils sont commerçants. Et dans le contexte historique de l'époque, ils n'aimaient pas beaucoup l'école française. Ils se considéraient comme des amis aux Anglais, puisque lorsque ce groupe de Yoruba venu d'Oyo s'est installé sur les rives de la lagune à Porto Novo, ils avaient laissé derrière eux leurs frères à Lagos. Et donc, c'est les mêmes familles qui se sont installées
les premiers à Lagos, qui se sont installés aussi, les premiers à Porto-Novo, sur les bords de la lagune. Donc, pour eux, leurs amis blancs, c'était plutôt les Anglais, ce n'était pas les Portugais et les Français. Donc, ils avaient plus confiance aux Anglais à l'école ou au formalisme anglais qu'aux francophones, et ils n'ont pas accepté l'école française. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi jusqu'à présent, les Yoruba ne sont pas très nombreux dans la fonction publique. Et ils sont tous commerçants, alors qu'au Nigeria, ils sont très diversifiés. Voilà. Alors, au niveau de vos frères et sœurs, vous occupez quelle place, quel rang? Je suis aujourd'hui le chef de toute notre famille qui compte, il me semble, au bas mot, au Bénin, plus de 6000 personnes. Donc, je suis, comme on dit, le chef de famille. Alors, je suppose que votre cursus scolaire, ça s'est fait aussi à Porto-Novo? Ou entre-temps, il y a eu le déplacement de votre famille? Mais ça, c'est un sujet un peu compliqué, mais je vais vous donner les détails. Mais vous savez, comme chez moi, on n'allait pas à l'école française, moi, mon père était ami avec un instituteur, on dit institut maintenant pour être à la mode, et qui venait souvent chez nous en vacances. Et moi, j'ai décidé d'aller à l'école française et de partir avec lui. Eh bien, malheureusement, il était dans le nord profond. Et mes parents étaient réticents. Donc, vous étiez prêt à le suivre? Non, j'ai exigé. Et je crois que je devais avoir 6 ans. Voilà. Et j'ai dit que je voudrais partir avec lui pour aller à l'école. Ma mère était très opposée. Bon, mon père dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que le Nord n'était pas connu. Bon, ils se sont opposés. J'ai dit non, s'il me laisse pas partir, je me suicide. Alors, vous étiez sérieux ou c'était juste pour le faire peur? Non, je voulais partir avec lui. Et je suis parti avec lui. Je suis parti à Bembereke en pleine épidémie de... Comment ils appellent? C'était... on nous faisait l'injection de BCG. Parce que dans le Nord, à l'époque, il y avait cette maladie et les gens mouraient. Bon, je suis parti, je suis resté, j'ai fait Bembereke, je suis resté 6 ans avec lui, sans jamais venir au Sud. Mais qu'est-ce qui vous inspirait si tant en lui pour que vous preniez cette décision? Je voulais aller à l'école. Et les parents sont commerçants parce que chez nous, il faut faire le commerce. Ce n'était pas l'école la priorité. Moi, je tenais à aller à l'école avec lui. Bon, je suis allé, je suis resté 6 ans au Nord. Il n'y avait pas la poste, il n'y avait pas d'infirmerie. Hein. Il faut pas, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait rien. Et les parents, ma mère, pensant que j'étais déjà décédé, on voyait l'instituteur pendant les vacances, mais moi, mais pas vous. Alors, un jour, ils sont venus, et là, j'étais déjà à Lédo, et le vieux est venu avec ma vieille dans la voiture, l'ancienne voiture du gouverneur, parce que mon père, commerçant, il rachetait toutes les voitures du gouverneur. Bon, donc, il est venu, les villageois ont suivi, le gouverneur est revenu. Ils sont venus à la maison. Ils sont venus, et moi, c'était en plein Harmattan. J'étais dans la cour, dans un petit caleçon, tout blanc, parce qu'il y avait l'harmattan, et mes parents ne m'avaient pas reconnu. Je me suis rapproché de la voiture, parce que je balayais la cour, je me suis rapproché de la voiture, et j'ai reconnu ma mère. Quand elle a su que c'est moi, elle s'est effondrée. Non, mais c'est pas possible. Voilà. Non, elle croyait que vous n'étiez plus en vie. Non, c'est parce qu'elle était inquiète. L'institut en vacances disait que je me portais bien. Oui. Mais ils n'ont aucune nouvelle parce qu'il n'y avait pas de poste. Mais vous-même, est-ce que vos parents ne vous manquaient pas? Vous savez, des années quand même. Vous savez, les enfants, je n'étais pas adulte. On s'habitue. J'avais mon petit champ. J'avais des conditions de vie que je n'ose pas vous décrire. Mais je peux vous dire que très peu de gens acceptaient de boire de l'eau dans la jarre que j'utilisais pour conserver mon eau fraîche. Je n'ose pas vous dire que ce qui me servait de calebasse.
Je vous le dis, vous serez terrifiés. Mais pour moi, c'était naturel. J'ai vécu très naturellement. J'ai eu des amis, j'allais travailler dans les champs, et comme les paysans, et la famille, vraiment, Amidou qui était celui qui était l'ancien directeur de la SONA. J'ai vécu dans sa famille pendant les vacances. Pour moi, c'était bien. J'ai fait Alédio, j'ai fait Parakou avant de revenir au sud. Je crois que je suis revenu au sud, ça doit être en 1956. Voilà, c'est comme ça que l'enfance s'est passée. Donc tout mon primaire, quasiment, je l'ai fait. Donc si on doit résumer, on peut dire que vous avez pris votre avenir en main très très tôt. Oui, j'ai accepté et j'ai aimé. Et jusqu'à présent, je continue d'aimer cette période-là. Donc après, le secondaire, je l'ai passé au centre du Bénin, au cours complémentaire de Savalou, qui était le premier avec le cours complémentaire de Kandi. Les deux premiers cours complémentaires ouverts au Bénin, parce que le lycée Béanzin ne pouvait plus contenir les boursiers. Donc c'est ainsi que l'État, à l'époque, avait décidé d'ouvrir des cours complémentaires. Bon, j'ai fini mon cursus, j'ai même commencé à travailler en 1963. Et je ne me suis pas découragé pour les études pour autant parce que je travaillais. Et j'ai été recruté en 1963 comme inspecteur de police. Vous étiez encore au collège? Non, quand j'ai quitté le collège parce que j'avais voulu d'abord aller faire une classe de seconde, ce que j'ai fait à Lomé. Mais je suis revenu travailler à cause de certains incidents familiaux. J'ai commencé à travailler comme inspecteur. Ça, c'était après le bac? Non, parce que là, au cours complémentaire, on prépare un diplôme qui est à peu près du niveau de la classe de première. C'était l'époque du brevet élémentaire, on ne l'appelait pas BPC. Bon, j'ai commencé à travailler comme inspecteur de police. Donc en ce moment, il y avait déjà la possibilité d'être inspecteur directement après l'obtention de ce diplôme-là. Vous passiez un concours. Oui, un concours. Voilà. Concours, j'étais... Avec le type diplôme-là en question. Oui, bien sûr, j'étais inspecteur de police et tout en travaillant, j'ai continué mes études. Et je me suis inscrit à l'université d'Abidjan et j'ai passé les examens de capacité en droit de première année, de deuxième année. Et après ces deux diplômes, je suis entré à l'université d'Abidjan parce qu'il fallait avoir une moyenne supérieure à 13 les 2 années pour pouvoir entrer à l'université en première année de droit. Je suis entré, mais tout en travaillant, je me faisais mettre en disponibilité. Donc au collège, vous avez déjà cette passion-là, vous étiez déjà passionné à faire le droit ou bien c'est venu subitement après? Non, parce que quand je me suis mis à travailler, j'ai aimé. D'accord. Ce qui a fait que d'ailleurs les résultats à Abidjan étaient formidables. Et le jury s'est déplacé même une fois jusqu'à Cotonou et compte tenu des résultats obtenus, la fonction publique elle-même a pris la décision de me laisser mon salaire. Wow. Surtout au moment où je devais aller en France. Et la France elle-même a décidé de compléter mon salaire par une bourse fac. Ils ont dit parce qu'il y a eu une réunion au niveau de la fonction publique avec les résultats qui étaient obtenus. Tout le monde était émerveillé. Vous étiez vraiment brillant alors? Oui. Il y a une commission à la fonction publique qui a dit non, avec ce résultat-là, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner, il faut lui abandonner son salaire. Et au moment d'aller en France après Abidjan et Brazzaville, parce que je devais aller à Bordeaux, la France elle-même a dit non, on va compléter le salaire de ce fonctionnaire en lui accordant une bourse fac. Et c'est ainsi que j'ai fait le reste de mes études universitaires à Bordeaux. Et la seule dérogation à ça, c'est que pour le DEA, j'ai dû le faire à Nice, parce que Nice avait un accord avec l'université d'Abidjan. Donc, c'est ainsi que lorsque je suis arrivé au Bénin, après Bordeaux, j'ai été nommé sur titre commissaire de police. À votre retour? À mon retour. Oui. Et parce que le statut prévoyait que tout diplômé en droit, titulaire du diplôme de sciences criminelles,
est d'office nommé sur titre commissaire de police. Et quand moi j'étais à Bordeaux, j'ai fait donc ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise, Oui. qui était la licence en droit, et puis le diplôme de sciences criminelles. Mais pourquoi ce choix, le choix de cette filière-là, les sciences criminelles? Oui, parce que c'est tout à fait naturel pour un ancien inspecteur de police, lorsqu'il fait des études de droit privé, parce que moi j'ai fait des études de droit privé pour devenir soit magistrat ou avocat. Bon, et je dis, c'est naturel que j'approfondisse mes connaissances en sciences criminelles, ce qui m'a amené, parce qu'en droit, vous pouvez faire des études parallèles. Et Oui. j'en ai profité pour faire des études de sciences criminelles, tout en maintenant mes diplômes de droit privé, parce que là, vous faites une expertise en sciences criminelles. Donc, j'ai été nommé, naturellement, commissaire de police, et le président Kérékou avait même envisagé que je sois le commissaire central de la ville de Cotonou. J'ai hésité parce que c'était Aïpé qui était le ministre de l'Intérieur. Il m'a transmis le message, j'ai accepté le principe, mais seulement à l'époque, il y avait des détenus politiques au commissariat central, dans la Maison Blanche. Et j'ai dit au ministre, je suis honoré, moi je veux bien, mais... En même temps, il y avait cette peur-là, une petite peur. Non, mais j'étais puisque j'ai été nommé sur titre, il n'y avait pas de problème, puisque je connaissais la maison. Mais j'ai dit, moi j'ai une réticence à ce qu'on garde les détenus politiques au commissariat. Et moi, commissaire central, il faut que l'État trouve un autre endroit pour garder ces détenus politiques. En plus, parmi les détenus politiques, j'avais des amis. Je n'étais pas à l'aise. J'ai été clair avec le ministre. Le ministre a dit, mais tu n'es pas trop exigeant? J'ai dit non. Non, je n'ai pas demandé à être nommé. Ce n'est pas une exigence, mais pour un commissaire central, le travail, c'est la sécurité de la ville et c'est l'application des lois vis-à-vis de la justice. Mais c'était pour le mieux-être des détenus que vous demandez D'abord pour moi-même, pas principe, parce que j'ai mes principes. Moi, j'estime, et depuis toujours, et je l'ai dit même récemment au cours d'une émission, je dis, pour moi, il y a des principes. La politique ne doit pas se mélanger avec le droit. Si on veut détenir des gens pour des raisons politiques, qu'on trouve d'autres endroits. Pour le faire. Pour le faire, mais pas dans les services de police qui sont censés respecter la loi et le droit des gens. Et j'ai été clair, et quand on a dit ça à Kérékou, il dit, mais c'est pas possible, on ne va pas à cause d'une seule nomination et changer, mélanger tout, oui, mais moi, chambouler tout, oui. Moi, j'étais à l'aise parce que Kérékou me connaissait bien. Parce que quand j'ai fait mon service militaire, dans le cadre de la formation de la police, j'ai fait mon service militaire sous ses ordres, à la première compagnie de combat. Et j'ai toujours été sur ce principe-là, ne variété. Donc, il a dit, il n'a pas changé, ah ben, on ne va pas le nommer. Et j'ai donc déposé ma démission pour prêter serment au barreau. Donc vous étiez prêt à démissionner? Mais j'ai démissionné parce que Aïpé était d'ailleurs très content parce qu'on avait de bonnes relations. Je rédigeais certains de ses discours, bien que je ne sois pas dans son cabinet, puisque j'ai refusé d'être dans le cabinet. Et même le doyen du gouvernement, Wins, qui a tout fait pour démarcher tous mes parents pour que je sois dans son cabinet, j'ai dit non, je ne suis pas politique, mais j'ai des principes. Et j'ai déposé ma lettre de démission. Et Aïpé était content que ce soit pour le barreau. Il dit là, je te soutiens. Et j'étais très malheureux lorsqu'il a été assassiné. Vous pouvez comprendre. Donc, ça, c'est l'épisode de mes études jusqu'au barreau. Et j'ai commencé mon stage d'avocat au cabinet de maître Kéké Joseph. Puis je les ai terminés au cabinet de Louise Angelo, qui aujourd'hui est l'un de mes meilleurs amis.
Mais ne pensez pas que j'ai été simplement policier puis avocat. J'ai aussi enseigné. Vous étiez enseignant avant d'être inspecteur, je suppose. Un tout petit peu. Parce que ça, c'est un peu intéressant. Avant les résultats du concours de la police, je m'étais engagé dans l'enseignement primaire. Donc, j'ai enseigné pendant 1 mois aux enfants du CI, donc qui ne savaient pas parler, ou qui parlaient à peine. Mais ça n'a duré qu'1 mois. Pourquoi c'était si court? Oui, mais parce que les résultats du concours sont sortis en temps. Ok, donc j'étais obligé de... J'ai même pas eu le temps d'être payé. Ah bon? Puisque je n'ai pas reçu mon salaire, vous savez, c'est long. Mais 1 mois... Vous commencez à travailler et on vous paye peut-être après 4-5 mois. C'est toujours pareil. Hein? L'administration, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui. Donc, je n'ai même pas reçu mon salaire. Donc, ça, j'ai enseigné au primaire. Et au secondaire, lorsque je suis revenu avant d'aller au barreau, j'ai enseigné au lycée technique. Et d'ailleurs, j'ai conçu un cours, un polycopier, qui est toujours utilisé depuis ce temps-là sur la nationalité béninoise. Parce que les gens enseignaient la aux élèves de la classe G. Il y a un cours sur la nationalité. Mais c'était toujours le cours qu'il y a dans les livres, qui est de la nationalité française. Et moi, j'ai conçu un polycopier à partir des lois béninoises sur la nationalité béninoise. Et depuis, ça n'a pas changé. Le même polycopier, ça fait déjà plus de... C'est la même polycopie qui est utilisée. Les gens font toujours le polycopier. Un élève est venu me montrer il y a à peu près 5 ans. Il me dit, il paraît que c'est vous qui avez conçu ce polycopier. Mais le polycopier a été conçu, en 1973. Ah. Et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que notre pays, oui, ça avance vraiment lentement. Donc, j'ai enseigné au secondaire. Et puis, après, j'ai aussi assumé les travaux dirigés de droit civil et de droit commercial à l'Université naissante du Bénin pour les étudiants. D'ailleurs, il y a aujourd'hui de très célèbres avocats que vous connaissez, que je n'ose pas nommer, qui sont aussi bien à droite qu'à gauche et qui ont bénéficié de cet enseignement-là, des travaux dirigés à cette époque. Bon, après le barreau, lorsque j'ai fini mon stage, et pendant que j'étais déjà en difficulté pour la vérité. Mais déjà, j'ai une question. Lorsque vous avez démissionné pour démarrer une nouvelle aventure avec le barreau, est-ce que pour vous, vous avez vu ça comme une nouvelle opportunité à saisir ou bien vous n'avez pas vraiment le choix? Non, c'était prévu. Tu sais, j'ai fait des études pour devenir avocat. Mais en fait, j'avais des obligations vis-à-vis de la police. Lesquelles obligations sont les amis avec les amis de promotion qui m'ont toujours encouragé et qui ont souhaité qu'avec ce caractère trempé, je revienne à la police. Et c'est surtout pour eux d'abord que je suis revenu et surtout que j'ai fait venir quelqu'un à la police que vous avez certainement connu parce qu'il est devenu ministre, le commissaire Nda Théophile. Oui. On a fait ensemble à Brazzaville. On est resté dans la même maison ensemble, pour ne pas dire on n'était pas dans la même chambre, mais puisqu'à Brazzaville, il n'y avait pas assez de place en cité, on était vraiment comme des frères, on vivait ensemble. Et c'est moi qui l'ai incité à venir à la police. Alors, le jour où je lui ai dit, je démissionne, il s'est mis à pleurer. Il dit, tu me fais venir pour partir. Justement. Et puis, c'est lui qu'on nomme à ma place, et puis, en plus. En plus. Et ce qui a fait qu'il a connu l'incident avec les coups qui a provoqué son arrestation, si vous connaissez bien l'histoire. Oui. Bon, nous, en Cameroun, on est des gens d'une certaine génération, avec un certain caractère. Donc, vis-à-vis de tout ce monde-là, j'avais pris des engagements. Et tout le monde m'attendait. Et je devais revenir, travailler avec eux. Et je crois que ça aurait été une trahison si je ne revenais pas. Donc ça a été un plaisir pour moi de revenir. Mais pendant que je faisais mes études, j'avais prévu de devenir avocat. Il faut dire que les Yoruba, on est des libéraux. On n'est pas beaucoup fonctionnaires. Ouais. Donc la mentalité d'avoir un salaire tous les mois,
Bon, c'était pas tellement dans nos habitudes. Mais comme, à force de dire la vérité, et je peux vous dire que le régime du PAPB, au début, ça c'est une parenthèse, était quand même assez tolérant. Moi, j'ai eu à contredire le ministre de l'Intérieur devant toute la police lorsqu'il a tenu des propos inacceptables qui devaient inciter les policiers à matraquer les étudiants. Je lui ai dit que c'est inadmissible de parler des étudiants en disant que ces gens-là, ils ne font rien, ils ont telle bourse, ils ont tous des motos pour aller chercher les femmes afin d'inciter les policiers à bien les fouetter. Je dis, ça ne se fait pas, il ne faut pas diviser le peuple. Et je l'ai dit devant tous les autres policiers. Et ça ne m'a coûté aucune arrestation. Au contraire, le ministre a dit, bon, pour les aspects économiques que vous venez de développer en public, venez m'expliquer dans mon bureau. Je lui ai expliqué, il dit, mais vous avez raison. Mais il ne fallait pas me dire ça en public. Je dis, je suis navré parce que vous l'avez dit en public. Il faut que le public sache que ce n'est pas vrai. Donc la vérité, on le disait. Et peut-être on était beaucoup plus jeunes et que c'était toléré, mais les ministres de l'époque, ils toléraient beaucoup de choses. Mais alors, avec ce caractère trempé que vous avez, avec ces principes-là, est-ce que ça ne va pas un peu en contradiction avec le métier d'avocat? Parce que vous êtes appelé vous avez eu à défendre des dossiers et on sait que les avocats, ils sont appelés des fois à ne pas dire forcément ce qui est vrai. Vous avez peut-être raison sur la manière générale de comprendre le métier d'avocat. Mais retournez un peu à l'origine. Le métier d'avocat, les premiers à l'avoir exercé, c'est les curés. Pour défendre la veuve et l'orphelin. Donc l'avocat, son rôle premier, c'est de défendre ceux qui sont dans la détresse. Ce n'est pas pour défendre ceux qui sont dans l'opulence ou dans la richesse. On voit aujourd'hui des avocats qui s'enrichissent très vite. Oui. Et la génération actuelle est convaincue que pour être riche, il faut aller passer dans par là. Oui. Tout le monde n'a pas la même conception. Peut-être que nous, on a une conception classique, mais tout simplement parce que on est né dans des conditions, on a vécu dans des familles où l'argent n'a jamais été l'objet ou la préoccupation première. L'argent est nécessaire pour s'accomplir, mais n'est pas la finalité. Donc moi, je reçois beaucoup de clients, je fais mon travail, ils n'entendent parler de mes honoraires que plus tard. Mon problème, c'est l'urgence, quelle est leur détresse et qu'est-ce que je peux faire. Je ne commence jamais à dire à un client, bon, très bien, ce que tu as exposé, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce n'est pas l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne peut rien faire, j'ai dit au client, mais attention, ton dossier n'est pas bon. Si tu veux qu'on essaye de faire quelque chose, on va essayer dans tel et tel domaine. Mais fondamentalement, ce n'est pas bon parce que tu as commis telle et telle erreur. Mes clients le savent tous. Je n'ai jamais essayé de caresser un client dans le sens du poil, même si j'essaye d'être poli, d'être correct avec lui, et je lui dis toujours la vérité. Il peut aimer, il peut ne pas aimer, j'hésite de le choquer, mais je lui dis toujours la vérité. Des clients, vous avez eu même de très gros clients. Et lorsqu'on a comme client un président de la République, Maître Sadiko Alao, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce qu'on suit toujours ses principes? Est-ce qu'on reste toujours droit? Ben, je souhaite que vous puissiez poser la question un jour à mes clients. Ils vous diront qu'avec tout le respect que je dois à certaines éminences, j'essaye de trouver toujours le moyen
de leur dire la vérité. Si je pouvais me permettre, sans violer certains secrets professionnels, de parler en parabole, comprenne qui pourra. J'ai dit à une importante personnalité un jour, ah, vous insistez sur la culpabilité de telle personne en disant que c'est une personne qui ne doit pas avoir votre confiance, qui a ceci, cela et qu'elle doit être coupable. Je vous assure qu'après analyse du dossier, telle personne n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Si elle était criminelle, comme vous le prétendez, peut-être que vous serez mort ou aujourd'hui en prison. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. J'ai dit, si vous aviez su telle chose à tel moment, compte tenu de la confiance que vous faisiez à cette personne, vous l'aurez étranglé et vous serez en prison. Je dis, moi-même qui vous parle, si cela m'était arrivé à votre place, je ne peux pas vous dire quel comportement j'aurais eu, compte tenu de la confiance que j'ai placée en cette personne. Je parle en parabole, vous pouvez deviner, mais enfin, peu importe. Oui. Mais j'ai quand même réussi, puis après réflexion, je me dis, mais en fait, je pense que vous avez raison lorsque j'y réfléchis. Je dis, ouais. C'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas vous acharner contre cette personne. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et pour éviter le pire, elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà. À demi-mot, je comprends. Voilà. Je dis, il faut toujours, même si le moment n'est pas approprié, il faut toujours essayer de dire la vérité au client. Et c'est comme ça qu'il vous respecte. Et là où nous sommes, je connais des cas de vérité que je suis en train de dire, on me force la main, il faut faire telle chose. J'ai envie de dire, c'est pas très honnête. Mais j'ai passé toute la nuit à réfléchir à la manière de le dire. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, mais j'ai passé la nuit à dire, je présenterai quand même un contre-papier pour indiquer ce qui serait correct et honnête. Et ils m'ont dit, bon, présentez-nous ça quand même. J'ai dit, je présenterai ça demain matin. Parce qu'il faut rester un peu en harmonie avec sa conscience. Et puis encore une fois, l'argent ne doit pas être le but. Il n'y a que les gens qui n'ont pas vu beaucoup d'argent dans leur enfance. Tu penses que l'argent est tout? Qui courent toujours après l'argent. L'essentiel, c'est d'en avoir pour vivre correctement, pour se soigner, s'éduquer, éduquer ses enfants et avoir une vie paisible en son âme et conscience. Ne rien devoir à personne de ce côté-là. Alors, Maître Sadiko Alao, je voudrais vous demander si une fois vous avez eu à regretter le métier d'avocat que vous avez choisi d'exercer. Bon, nous sommes à peine au tiers de l'existence dans ce que nous avons raconté avec les débuts dans le métier d'avocat. Il serait même souhaitable que lorsque nous passerons aux autres étapes, que les téléspectateurs ne pensent pas que la vie est rose. C'est pour ça que de temps en temps, on doit se demander qu'est-ce qui vous a marqué dans telle ou telle partie de votre cursus. Si nous posons la question à l'époque où j'étais policier, inspecteur de police, je vous ai dit que j'ai été recruté en 63. Oui. Mais qu'est-ce qui m'a le plus marqué? En 64, vous savez, j'étais jeune, on regardait les films policiers. Et c'est ça qui m'a beaucoup attiré du côté de la police. Et il y avait eu un cambriolage au Nigeria, à l'aéroport d'Ikeja, la banque de l'aéroport d'Ikeja à Lagos. Et 3 policiers avaient été abattus. Et Interpol nigérien
est venu faire une enquête au Bénin avec le directeur d'Interpol, le commissaire Yang. Je me souviens encore de son nom. Ça se passe, vous voyez, déjà depuis son cas. Et j'ai été désigné pour mener cette enquête avec eux pendant 1 mois. J'étais jeune policier. Et après 1 mois, ça n'a rien donné. On n'a pas pu trouver les gars. Interpol Nigeria devait repartir avec son directeur. Et je lui ai demandé, mais est-ce que je peux poursuivre l'enquête tout seul? M. Yang m'a dit, mais vous n'avez pas peur? C'était dangereux. Ces gens-là, c'était la bande haïnois qu'on les appelait à l'époque. Vous n'avez pas peur? Je dis non. Je mènerai l'enquête discrètement et peut-être que je vais les trouver. Donc, il en a parlé avec le directeur de la police à l'époque, le commissaire Seko, qui m'a appelé, il m'a dit, vous voulez conduire cette enquête? J'ai dit, oui, je crois que je peux. Et vous pensez en ce moment que vous avez les armes pour le faire? Il dit, tout seul? J'ai dit, oui, oui, je crois que je peux faire ça tout seul. Il dit, de quoi vous avez besoin? Je dis, non, j'ai besoin seulement d'être détaché pendant 1 mois. Ah, il m'a dit, s'il n'y a que ça? Non, c'est faisable. Donc, il dit, bon, on va vous détacher pendant 1 mois, parce que là, j'étais à la Sûreté nationale. J'ai été détaché pendant 1 mois, et puis j'ai dit à mon père, à l'époque, j'ai dit, je veux mener telle enquête à Porto-Novo. Je suis sûr que ces gars sont à Porto-Novo, mais j'aurais besoin d'argent. Il me dit, ah bon, pour l'enquête? J'ai dit, oui, j'aurais besoin d'argent. Il dit, mais il n'y a pas de problème, si tu as besoin d'argent, dis-moi ce dont tu as besoin. Et je me suis lancé dans l'enquête. Et je les ai tous localisés. J'ai localisé le chef de... Hein, et bien sûr, ils ont pris des précautions. Mais vous vous êtes fait entourer de personnes? J'ai fait mon enquête discrètement. Et bon, natif de Porto-Novo, je connaissais. Vous maîtrisez un peu les coins. Bon, donc j'ai localisé le chef, j'ai localisé ses acolytes. Wow. Et je suis allé même jusqu'à connaître le plan des lieux où ils habitaient pour qu'ils puissent être arrêtés sans aucun problème, cueillis comme des fruits. Puis j'ai fixé la date de l'arrestation. J'ai tout organisé tout seul, donc il n'y avait pas de fuite. Et le 31 décembre, j'ai commencé par arrêter le chef du groupe, là où il habitait, sans qu'il puisse s'en rendre compte. Il était 31 décembre, il a fêté. C'était tout pernage chez lui? Il a d'abord fêté dans le bar, dans un bar à Kokoye, qui est toujours là d'ailleurs, qui ne sert plus de bar. Et à sa table, il n'y avait que des policiers, parce qu'ils font d'abord des amis. Il n'y avait que des policiers à sa table. Moi, je passais, les gens m'ont appelé, ah, inspecteur, viens nous dire bonjour. J'ai salué. J'ai bien vu là où il était. Très bien. J'ai pu le dévisager, j'ai dit très bien. Et puis. Mais lui ne vous connaissait pas? Mais les policiers m'ont présenté. Ils ont dit, ah voilà, notre jeune inspecteur. Et... alors que moi, j'étais en service. Oui, bien sûr. J'ai dit très bien, maintenant que j'ai connu, je lui ai placé une très jolie dame à ses côtés. Il n'a pas trouvé autre chose que de rentrer avec elle. Vous l'avez piégé. Et surtout qu'il a des gris sur lui, on ne peut pas l'arrêter. Si vous le touchez, j'avais reçu beaucoup d'informations du Nigeria sur sa dangerosité. Bon. Mais la femme, pour être avec une femme, il ne peut pas porter tous ces trucs. De se débarrasser de tout ça. Et il a commencé à peine, il dit, mais comment tu nous abandonnes alors qu'on était en train tous de rigoler, de manger. Il dit, viens, j'ai un secret à te confier. Il sort avec son pain. Bon, il dit, pas les menottes. Wow. Il dit à la femme, j'ai refermé la porte. Wow. Et je l'ai fait garder à la police. Mais menotté. Au barreau, sinon il aurait été libéré. Wow. J'ai été recherché toute la nuit par les autorités policières de Porto-Novo pour le faire libérer. Moi, j'avais mon plan. À 6 h du matin, je devais arrêter le reste de l'équipage. J'ai téléphoné à Cotonou pour qu'on m'envoie du renfort. Vous n'avez pas eu peur des retombées non, je réfléchis toujours.
J'organise. Oui, c'est quand même un gang. Ils étaient à l'étage. J'ai dit, bon, ils sont tous armés, faites attention. Si on arrive, ils vont sauter par la fenêtre. Mais il ne faut pas qu'ils aient le temps de tirer. Et on arrive, 6 heures, on monte. Dès qu'ils ont vu que c'est la police, ils ont bondi par la fenêtre. Mais ils sont tombés sur les policiers, ils les ont tous menottés. Tous ont été cueillis. Quand ils sont arrivés à la police judiciaire, ils se foutaient tous de moi. Ils disaient, ce gamin-là. Ce petit-là. Ce gamin. Non, le patron dit, mais toi, tu finiras mal. J'ai dit, bon, je dis, c'est pas grave. Mais pendant ce temps, les acolytes voyaient mes parents pour que je les fasse libérer. Parce que c'est moi ceux qui détenaient les secrets. Wow. Et alors que j'avais déjà immédiatement appelé Interpol Nigérien pour dire, bon, vos gars. Mais le Bénin a été porté. Et alors justement, cet exploit que vous avez opéré, comment est-ce que ça a été apprécié par vos supérieurs dans le temps? Ah non, le Bénin, pendant des semaines au Nigeria, c'était vraiment la joie qu'on ait arrêté. Et grâce à vous. Et le Nigeria a tout fait pour me détourner. Pour vous débaucher, oui. Ils ont tout. Interpol Nigeria a tout tenté. J'ai dit non, moi je suis même en début de carrière, je continuerai mes études, tout ça. Mais Yang et moi, on est restés des amis. Et pendant au moins 5 ans, il venait passer les week-ends, il dit, mais il n'a jamais vu ça. Comment j'ai pu me débrouiller? Il dit, ah ça. C'était un acte de bravoure. Oui. C'est sur la carrière de policier que moi-même je ne peux pas oublier. J'étais jeune, mais je regardais beaucoup les films policiers aussi. Donc il faut dire qu'une bonne partie de cet exploit est venu de ce que j'ai pu apprendre dans ce film. Mais c'était une enquête bien menée. Alors, Maître Sadiko Alao, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce groupe-là d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social? Ah, mais vous ne pouvez pas comprendre ça si vous ne comprenez pas comment j'ai fait pour me retrouver à la Banque africaine de développement. Parce que l'histoire est partie de là. Ah, si je n'étais pas à la Banque africaine de développement, où j'ai passé quand même une vingtaine d'années, il n'y aurait peut-être jamais eu de GERDES. Il faut être honnête pour le dire. Vous savez qu'au Bénin, avec le PRPB et la mort d'AIP, ça n'a pas toujours été facile. Il fut un temps où je me sentais sérieusement en danger avec le PRPB. Et la famille m'a demandé de tout faire pour parvenir à mon père. Et les gens qui mouraient de temps en temps n'étaient pas de nature à encourager. Donc, j'ai répondu à un appel de la Banque africaine de développement où j'ai pris à d'autres Africains qui s'attendaient à occuper le poste de conseiller juridique qui était vacant. Parce que les avocats avaient une réunion, une concertation à Abidjan. Je n'ai même pas pu participer à la concertation parce que quand je suis arrivé à Abidjan, il y avait cette interview de la Banque africaine où ils avaient une vingtaine de candidats sélectionnés. Et moi, je suis tombé comme un cheveu sur la soupe avec mes problèmes au Bénin. Et la banque a trouvé que, ben voilà l'homme, ce qui n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Bon, ainsi va la vie. J'ai été recruté à la Banque africaine de développement où j'ai d'abord été conseiller juridique et j'ai fini comme conseiller juridique général, c'est-à-dire directeur adjoint du département juridique qui s'occupe de la politique financière de la banque, c'est-à-dire la mobilisation des ressources et les conseils au président, au conseil d'administration et au conseil des gouverneurs. Donc il y a 2 départements juridiques. Donc j'étais le conseiller général adjoint à la fin de ma carrière. Et peut-être si l'on veut considérer qu'est-ce qui a été important dans cette carrière, le point le plus important que je me permets de retenir, c'est d'abord des événements heureux ou malheureux. Et Dieu seul sait s'il y en a eu. C'est vrai que parmi les événements heureux, j'ai pu travailler à la construction pour le compte de la Banque africaine et de la CEDEAO, juridiquement pour le secrétariat,
juridiquement pour la banque de la CEDEAO, en rédigeant tous les textes, y compris la BOAD, pour lui permettre d'entrer sur les marchés financiers. Ils ont eu besoin de cette expertise de la part de la BOAD. Et aussi, événement heureux, parce que j'ai 7 enseignants dans le secondaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, mais aussi le post-universitaire. Oui. Parce que pour le compte de la Banque africaine, j'ai enseigné pendant 3 ans le droit du développement à IDLI, et un institut créé à Rome par les banques internationales, la Banque mondiale, la Banque africaine et autres. Donc, j'ai fait tout le cycle de l'enseignement, du primaire jusqu'au post-universitaire, entre parenthèses. Donc, l'enseignement vous passionne alors? Bon, je ne sais pas si l'envie de transmettre le savoir. Je ne sais pas si ça me passionne ou si je rencontre l'enseignement. Je cite les événements heureux. Oui. Aussi, événements heureux, ça m'a permis de faire une formation de juriste anglophone à Londres pour le compte de la Banque africaine de développement, parce que pour négocier ces accords financiers internationaux, il faut maîtriser à un certain niveau le droit anglais et surtout le droit financier. Bon. Ça, c'est la partie heureuse. Mais il y a eu aussi des événements malheureux que je peux qualifier de malheureux, même si ce n'est pas perçu comme ça par tout le monde. Parce que j'ai contribué malgré moi, et avec des larmes, au départ d'un président de la Banque africaine de développement avant la fin de son mandat. Vous y étiez contraint? Oui, contraint, je dirais oui, par le devoir. C'est-à-dire que j'ai affaire à un président, d'abord, qui m'a recruté, très technicien et très travailleur, et j'ai malgré moi contribué à son départ avant la fin de son mandat. L'histoire est simple. C'est un cadre ghanéen, un ancien ministre ghanéen, que j'ai trouvé être le meilleur professionnel que j'ai jamais rencontré au plan international. Mais très peu politique. Et il n'a pas su répondre à une attente très simple des membres du conseil d'administration. Il a voulu répondre avec la rigueur et la technocratie. Il n'a pas su répondre à l'attente et son propre beau-frère ne lui transmettait aucun de mes rapports. Jusqu'à ce que je lui ai envoyé un rapport ultime en disant ça c'est le dernier rapport. Si vous ne faites rien, vous allez être désavoué par le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs ne pourra pas vous rétablir. Je vous conseille de tenir cette réunion du conseil d'administration. C'est très urgent, c'est un ultime appel. Quand j'arrivais chez moi tous les soirs, je pleurais. Parce que la crise a duré plus d'1 mois. D'ailleurs, le président Kérékou a envoyé 2 ministres parce que le président a envoyé des messages en disant que c'est ton compatriote qui aide les administrateurs à me faire partie de la banque. Et le président Kérékou a envoyé 2 ministres, le ministre des Finances, je crois que c'était l'intendant Dossou, comment il s'appelle, le militaire, qui était ministre des Finances. Vous interpellez. Et le président, qui est celui qui est devenu après président de la BOAD, Baba Moussa, les a envoyés à Abidjan pour me parler. Et je les ai rencontrés à l'hôtel Ivoire. Et ils m'ont dit, il paraît que c'est toi qui fais tout ça, tu veux faire partie du président. J'ai dit, mais moi, quelle importance? vous n'avez rien à voir, oui. J'ai dit, je ne suis que juriste, j'ai le malheur d'avoir été choisi par le conseil d'administration pour les conseiller. Mais je suis malheureux, parce que s'il y a quelqu'un que j'admire dans cette institution, c'est ce président. C'est bien lui. Mais tous les conseils que je donne, il ne les met pas en œuvre.
Et ils me disent, ah, le président nous a dit. J'ai dit, mais moi, je ne peux rien. D'ailleurs, vous, être honnête, vous n'avez pas, je ne suis pas représentant du Bénin. Là-bas, non? Ce n'est pas vous qui m'avez fait recruter. Je n'ai rien à voir avec vous, sauf que je suis béninois. C'est tout. Mais par respect, je vous dis que moi-même, c'est un événement malheureux. Et je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'écoutent pas les conseils. Mais maintenant, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire pour lui parce que vous, Bénin, vous avez 0,25% de voix. Ceux qui ont 18% et 10%, ils ont déjà réuni plus de 80% des voix au conseil d'administration, ont déjà décidé. Les gouverneurs ne peuvent pas revenir en arrière parce qu'ils sont appuyés par le gouvernement. Je dis, que je donne même des conseils ou pas, ça ne changera rien. Ça ne change rien. Et vous verrez, quand on aura le conseil des gouverneurs, dans 2 jours, c'est foutu. Et quand les entreprises ivoiriennes qui lui avaient accordé des concessions immobilières ont voulu le léser et reprendre les concessions qui lui ont été accordées, et des fonctionnaires m'ont informé, je me suis constitué en rempart juridique pour empêcher qu'on lui arrache les avantages. Il dit, mais comment? Maître là-haut qui a tout fait pour que je parte, c'est lui qui me défend, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qui ne va pas, voilà. C'est là où il a demandé... Il a essayé de remonter un peu. Oui, il a demandé à son représentant à Abidjan de discuter avec moi. Et il vient me dire, mais on me dit que c'est vous qui défendez Fodio, ses immeubles et consorts. J'ai dit, oui, parce qu'on veut le léser, c'est pas normal. Mais il pense que vous êtes contre lui. J'ai dit, mais comment? Moi qui pleure tous les jours, son départ, comment il peut être contre lui? Il dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté, je lui ai dit, sortez tous les rapports. C'est là qu'il a compris. Et son représentant lui a envoyé les rapports. Il demande à son beau-frère, ces rapports-là, c'est vrai? Vous les avez reçus? Il dit, oui, mais vous ne les avez pas transmis. Il dit, non, parce qu'il n'était pas d'accord avec les rapports. Comment? Mais Et moi, lui je ne sais pas réfléchir. Je te dis, il est venu dans mon bureau en larmes. Il venait de temps en temps de Londres, il est venu dire, excusez-moi, j'ai péché. J'ai dit que vous avez combiné avec les Français. Maintenant, je comprends. Oh, ce n'était pas le cas. Mais pour vous aussi, c'était sûrement un petit soulagement quand même. Oui, mais moi, je me suis dit que la vérité finirait par éclater un jour. Parce que moi, j'ai mon épouse, paix à son âme, elle m'est témoin. J'arrive à lui, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je pleurais, je dis, mais ce monsieur, il est, pour moi, un modèle. Et voilà, il ne comprend rien. On donne des conseils, ça ne passe pas. Et je ne peux pas aller le voir directement. C'est comme si je voulais combiner avec lui, parce que la banque, c'est un immeuble. C'est comme si je voulais faire une combine sur le dos des administrateurs. Ouais. Tout, je dis, tout doit être traçable, écrit, pour que je puisse me justifier. Et à Abidjan, dans cette évolution, au moment où cet éclaircissement venait, Alassane Ouattara était déjà Premier ministre du Fouet. Donc, des fonctionnaires de la BAD ont commencé à se retrouver avec des professeurs d'université, l'université d'Abidjan, pour réfléchir à ce qu'on peut faire pour changer le continent. Et c'était d'abord à travers l'amélioration de la CEDEAO. On a pensé en termes économiques. Et puis, au détour d'une discussion, moi je leur ai dit, est-ce qu'on peut parler d'économie sans parler de politique? Que nous, dans les institutions internationales, on dit qu'on ne fait pas de la politique, mais on finance la politique. Est-ce que notre première association on avait parlé d'un groupe de réflexion sur le développement économique. Économique, oui. À travers la CEDEAO. Et il y avait un certain nombre de professeurs de l'université d'Abidjan et certains qui étaient à l'université de Montréal, dont le professeur Bakary, qui est d'origine béninoise. On dit, ah oui, peut-être, mais est-ce qu'on pourra le faire au plan politique? J'ai dit non. Si nous ne réfléchissons pas au plan politique et que ce que nous avons comme politique, c'est des partis uniques,
ce serait toujours la pensée unique. Il vaut mieux qu'on commence à s'organiser pour aider les pays eux-mêmes. Et c'est ainsi que l'idée de créer un groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social est née. Voilà le contexte dans lequel on a fait cette proposition de créer cette structure. Mais le bonheur qu'on a eu, c'est que le nouveau président de la BAD, paix à son âme, M. Babacar Ndiaye, à qui je suis allé exposer l'idée. Dit, voilà ce que nous sommes en train d'envisager. Les gens sont en train de me demander de diriger cette initiative. Mais je suis fonctionnaire international, ça va être un peu compliqué. Compliqué, oui. Et lui, ce qu'il trouve à me dire immédiatement, il me dit, mais c'est une excellente idée. Il dit, il faut accepter. L'opportunité à saisir pour lui. Il dit, il faut accepter, ça va aider le continent, il faut faire ce travail-là. Et il m'a encouragé. Il me dit, vous m'écrivez et je vous ferai une lettre pour vous dire d'y aller. L'essentiel, c'est de faire la part des choses, ne pas mélanger avec votre boulot à la base, mais vous avez le droit. Bon. Vous avez accepté. C'est ainsi que le JADES est parti. Votre émission Icône, c'est aussi des témoignages des proches de l'invité. On en reçoit quelques pour vous tout de suite. Moi, je classe Metalao parmi la catégorie des grands hommes. Et si l'on doit parler de lui, il faut le faire sur 3 plans. D'abord, au plan professionnel. Au plan professionnel, Metalao a d'abord été commissaire de police, en plus ensuite avocat, et puis après fonctionnaire international. Donc il a terminé sa carrière professionnelle en tant que fonctionnaire international à la Banque africaine de développement. Et dans cette position, il a longuement contribué au développement de plusieurs pays africains à travers les opérations de la Banque africaine de développement. Il fut l'un des cadres émérites de la banque, très apprécié de sa hiérarchie. Le deuxième plan, c'est celui associatif. Metalao a été l'initiateur du GDS Afrique. Tout le monde connaît certainement le GDS Afrique. C'est l'ONG qui est à caractère international qui a, dans les années 90, lancé la première expérience de l'observation des émissions sur fond pop. Et cela dénote du caractère patriotique de l'homme qui n'hésitait pas à mettre la main dans sa poche, n'est-ce pas, pour financer les opérations. Alors, sur une note un peu plus intime, alors notre papa, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Il adore faire des blagues. Et nous avons grandi dans ça, tous les enfants. Et nous, toutes les fois où nous sommes avec lui, nous aussi, nous blaguons avec lui, mais surtout on le taquine. Nous passons en général notre temps à le taquiner. Et alors, vu le nombre qu'on est, quand on se met à plusieurs à le taquiner, je vous assure, il se défend très bien. Et très souvent, nos séances ou toutes les fois où nous sommes ensemble, ça finit toujours par des éclats de rire, des fous rires. Et être avec lui, c'est un réel plaisir. Et nous avons toujours beaucoup de bonheur à partager ces moments avec lui. Et toutes les fois où nous sommes à Cotonou avec lui, c'est toujours du bonheur, à rire surtout. Voilà. J'aimerais dire quelques mots sur mon père, Maître Sadiko Alao, apporter en quelque sorte un témoignage des valeurs et des choses qu'il nous a apportées à nous tous, à ses enfants. 2 points que je pense, que je trouve importants à souligner. 1, l'éducation. Mon père a été, à la fois par l'exemple et aussi par les moyens qu'il a mis à disposition de ses enfants,
un champion de l'éducation. Je suis fier de dire que l'ensemble, la quasi-totalité de ces enfants ont fait des études supérieures, ont bien réussi. Certains sont dans les meilleures écoles en Europe et en Amérique du Nord et ont pu bénéficier d'une éducation d'une excellente qualité grâce à notre père qui nous a poussés, qui nous a financés, qui nous a aidés à nous éduquer, à nous développer, à nous faire comprendre le sens de l'éducation, et nous permettre vraiment d'atteindre à chacun, à nous tous, à notre potentiel individuel. Donc, pour vous le présenter un peu de mon point de vue d'enfant, c'est quelqu'un qui est assez simple, hein. Par rapport à ses enfants, il leur donne une éducation normale, hein, en tout cas avec les moyens qu'il a, il fait ce qu'il peut pour tous ses enfants. Et à l'image de sa profession de juriste, je dirais qu'il fait tout pour mettre, disons, la droiture, hein, l'équité et l'égalité dans le traitement qu'il fait, hein, de tous les problèmes qui se posent à lui par rapport à ses enfants. Bon, par la grâce de Dieu, grâce à lui, nous n'avons pas eu de problème en particulier. Donc, Alors, Maître Sadiko Alao, dans vos allers-retours, avec les nombreuses hautes fonctions que vous avez à occuper, est-ce qu'entre-temps, le côté familial n'a pas été relégué au second plan? Ah non, je ne crois pas. Hein. Au contraire, les enfants ont bénéficié, enfin, en ce qui me concerne, même si la famille est un peu nombreuse, les enfants ont bénéficié d'une excellente formation. Parce que d'abord, dans la fonction publique internationale, j'ai essayé de leur trouver les meilleures écoles, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Canada. Ce qui justifie que parmi les enfants, il y en a qui sont directeurs chez Google, il y en a qui sont à la Banque de développement du Canada, responsables, directeurs d'audit, il y en a qui sont au Fonds monétaire international, il y en a qui sont aux Nations Unies. Ils ont tous été. Sur ce plan-là, j'ai essayé d'assurer leur avenir, et si bien que, même bien que avocat et de temps en temps philanthrope, je dois compter aussi sur leur soutien. Il n'y aurait pas leur soutien que tout récemment, je serais peut-être mort de faim. Ça n'arrivera plus jamais. Heureusement que la relève est assurée. Alors pour finir, quel est le projet cher à votre cœur que vous n'avez pas encore réalisé? Peut-être. Je ne sais pas si je pourrais le réaliser, mais j'aimerais finir mes jours dans de très grandes plantations et avec des écoles en milieu rural pour les enfants. Merci beaucoup et ce sera donc votre mot de fin. Vous avez eu un parcours de combattant, un parcours de grande lutte couronné de grands succès. Merci à vous d'avoir fait si tant pour le Bénin et pour l'Afrique aussi. Nous sommes honorés sur cette émission Icône. Alors, chers téléspectateurs, amis internautes, ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Icône qui a reçu pour vous Maître Sadiko Alao. Eh bien, il est le fondateur de GERDES Afrique. On en a parlé de long en large dans cette émission. Des enseignements, on a également tiré des leçons, on a aussi tiré. Merci à vous de votre fidélité à Icône et à très vite.